Donc bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux pour assister à cette simulation de géopolitique. Donc je tiens aussi à remercier les 4 associations qui y participent, à savoir donc J'aime en débat, les Jeunes Européens Isère, Alpe Europe et Starting Block. Donc cette simulation, elle a lieu dans le cadre d'un partenariat entre Grenoble École de Management et Sciences Po Grenoble depuis maintenant 4 ans. Et donc cette année, le thème choisi est la politique urbaine de l'Union européenne et plus spécifiquement la réduction en fait de la pauvreté urbaine. Donc je vais passer maintenant la parole aux délégations. Merci beaucoup et bonne simulation. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au nom de la Commission et plus particulièrement de la Direction générale Régio, en charge de la politique régionale, nous tenons à vous remercier de votre présence aujourd'hui pour cette réunion des acteurs du partenariat de lutte contre la pauvreté urbaine. C'est un honneur pour nous d'animer cette réunion et en compagnie de Madame Salomé Jacquet de la DG Emploi. Nous remercions les représentants des acteurs présents aujourd'hui, Madame Anissa Kémich pour le réseau européen des savoirs urbains, Madame Léa Bouchu pour l'Allemagne, Madame Camille Dubedou pour la Belgique, Monsieur Benoît Doucet pour l'Espagne, Monsieur Hervé Guinard pour la Grèce, Madame Myriam Diallo pour la région Île-de-France et Madame Maëlie Bénistan-Hector pour la ville polonaise de Łódź. Sont excusés pour cette réunion la France, la région Bruxelles-Capitale, la ville de Birmingham, la ville de Daugavpils, la ville de Kärnten, la ville de Krodzic, la ville de Lille, la ville de Timișoara, le réseau EAPN, Eurocities et le réseau Urbac. Nous, les acteurs de ce partenariat présent aujourd'hui, nous représentons les différents niveaux de gouvernance, la diversité des structures impliquées et symbolisons les différentes tailles des centres urbains. L'Union européenne est une des zones les plus urbanisées du monde. Plus de 70% des citoyens européens vivent dans des zones urbaines. 73% des emplois y sont également concentrés. Les zones urbaines concentrent de ce fait des problématiques liées à la ségrégation, au chômage et à la pauvreté notamment. Si nous devions nous mettre d'accord sur une définition de la pauvreté urbaine, nous parlerons des questions liées à la concentration structurelle de la pauvreté dans les quartiers défavorisés. Donc pour mieux comprendre les enjeux, je vous propose de regarder une carte. Donc ce sont des données qui datent de 2011. Il s'agit des taux de personnes à risque de pauvreté par région. Les personnes à risque de pauvreté sont définies comme les ménages qui disposent de moins de 60% du salaire médian national. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des régions périphériques de l'Union qui sont les plus touchées, particulièrement au sud et à l'est. Mais même pour les régions qui affichent une meilleure situation, les chiffres sont alarmants. Pour l'Europe centrale, ce sont des taux de 10 à 15%, donc les régions que vous voyez en jaune, de personnes qui sont à risque de pauvreté. Et dans les cas les plus extrêmes, on peut trouver des régions avec jusqu'à 63,4% de personnes à risque de pauvreté. Donc partout en Europe, il y a urgence à agir et c'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Cette problématique est donc primordiale en Europe, mais c'est également un enjeu mondial. Par notre action, nous contribuerons à l'application de l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, notamment à l'objectif 11, faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables. Nous inscrirons également notre action dans la continuité de l'accord de Paris sur le changement climatique de décembre 2015. Le partenariat qui nous rassemble aujourd'hui, il a été créé à la suite du pacte d'Amsterdam établissant l'agenda urbain pour l'Union européenne. Il a été adopté le 30 mai 2016 lors d'une rencontre informelle des ministres chargés de la question. Nos objectifs sont ceux de meilleure régulation, de meilleur financement et de meilleure connaissance. Nous travaillerons donc notamment dans l'optique d'éviter les lourdeurs administratives et de favoriser la diffusion des bonnes pratiques. La lutte contre la pauvreté urbaine est une des priorités qui ont été établies sur la base d'une consultation au sein des États membres et des représentants des autorités urbaines régionales. Je vous rappelle également l'objectif d'une double approche sur les lieux, la rénovation urbaine des quartiers défavorisés,
mais également sur les personnes et leur intégration socio-économique. 3 points centraux ont d'ores et déjà été définis. La concentration spatiale de la pauvreté structurelle, la pauvreté infantile et les personnes sans domicile. Suite aux réunions précédentes, nous avons donc recruté des experts qui sont aujourd'hui en charge de rédiger une proposition. La Commission travaille actuellement à la cartographie des programmes et des fonds pertinents pour les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine. Une plateforme en ligne de travail entre les partenaires, c'est-à-dire entre nous, est en cours de développement et nous travaillons tous à la communication officielle. Pour la suite de notre action, nous vous rappelons que ce partenariat ne créera pas de nouvelles sources de financement, mais se chargera plutôt d'en simplifier l'accès. Il n'affectera pas la distribution légale actuelle des compétences ou des structures de prise de décision au sein de l'Union européenne et ne créera pas de nouvelles régulations. Nous n'en avons pas la compétence. Au contraire, il s'agit d'encourager la coopération horizontale et verticale entre les différents acteurs, notamment en évaluant l'impact de la législation, ainsi qu'au travers de l'échange de connaissances. Notre objectif est donc d'analyser des cas concrets et des propositions concrètes. Nous avons comme objectif temporel une démarche de 3 ans. Il y a donc urgence à agir. C'est pourquoi je vous propose de démarrer tout de suite cette réunion que nous concentrerons sur 3 points. L'emploi, dans une première partie, l'infrastructure et l'habitat, ainsi que les financements et l'allocation des ressources. Sans plus attendre, je vous souhaite, mes chers collègues, d'enrichissants échanges et je laisse la parole à ma collègue de la DG Emploi pour cette première partie. Donc, je vous remercie. C'est un honneur pour moi de représenter la Direction générale de l'emploi, des affaires sociales et de l'inclusion. Donc, en tant que telle, j'ai pour mission de contribuer à l'élaboration de la stratégie de l'Union européenne afin de favoriser la création d'emplois dans la zone. Donc, c'est comme ma collègue l'a mentionné, les villes, elles sont à la fois la source et la solution des défis économiques actuels européens. En effet, si elles génèrent plus de 85% du PIB, elles sont aussi l'endroit où se concentrent pauvreté, ségrégation et chômage. Donc c'est face à ce paradoxe que ma direction se mobilise de plus en plus dans les questions urbaines. Donc par exemple, les zones urbaines bénéficient d'importants fonds structurels européens. Par exemple, la direction de l'Union européenne a décidé de consacrer plus d'1 milliard d'euros sur la période de 2014 à 2020 sur les questions de prioritaires des quartiers défavorisés. Donc, cependant, les connaissances dont nous disposons à l'heure actuelle sont très fragmentées. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous réunissons aujourd'hui, c'est valoriser, diffuser et exploiter les exemples de réussite et des bonnes pratiques de pratiques urbaines, de politiques urbaines favorisant l'emploi. C'est pour cela que je laisse la parole à nos différents représentants. Je me présente ici en tant qu'avoue que représentant de l'Espagne. Nous sommes aujourd'hui en Espagne un modèle de bon fonctionnement de nos réformes structurelles. En effet, je suis fier de vous déclarer que la croissance de l'Espagne a été pour cette année 2016 de 3,2%, ce qui est largement supérieur à la plupart des pays européens, notamment de pays importants tels que la France ou l'Allemagne. En effet, notre économie a vu le nombre de chômeurs reculer en Espagne suite à cette croissance économique de près de 700 000 personnes et a créé plus de 600 emplois cette même année. Nous sommes donc passés à un taux de chômage de 20% à moins de 18%. En effet, ce taux de chômage reste encore élevé. Pour autant, 30% des emplois détruits pendant la crise ont été recréés et ce n'est qu'un commencement. Certains estiment que ce n'est pas un miracle économique, mais un retour progressif à la normale suite à la crise économique des subprimes. Nous estimons que le retour à la normale demande tout de même des réformes et de l'implication de la part de notre pays. Certains autres pays ont laissé leur situation se dégrader après la crise. C'est donc une correction, certes, mais que nous effectuons de manière accélérée et exemplaire par rapport à bon nombre d'autres pays. Je suis ici pour parler au nom de l'Allemagne. En accord avec ce que mon collègue, l'Espagne, a précédemment dit, nous avons eu des signes encourageants en matière de chômage. En effet, nous sommes le seul pays européen, avec Malte, à connaître des chiffres de chômage dégressifs entre 2007 et 2013. Nous devons notamment cette dynamique aux réformes menées par M. Hartz entre 2003 et 2005. Elles ont été au nombre de 4. La première loi de 2003, Hartz 1, était centrée sur les méthodes de licenciement en Allemagne. Elle spécifie notamment que tous les individus qui savent que leur licenciement est imminent se trouvent dans l'obligation de s'inscrire à l'avance à l'agence pour l'emploi.
Le but principal de cette réforme est de faire en sorte que le salarié puisse retrouver le plus rapidement possible un emploi et, si possible, sans faire appel à l'agence chômage. Ainsi, l'employeur qui licencie un salarié se doit de l'informer des obligations légales qui lui incomberont en tant que chômeur. De plus, l'employeur doit libérer le salarié en situation de licenciement imminent afin de lui permettre de pouvoir rechercher un travail ou de se former. La deuxième loi Hartz est centrée sur les différents modes d'emploi. Elle a notamment assoupli la réglementation et en supprimant les charges patronales et les cotisations salariales des mini-jobs. Cette réforme a donc permis de faciliter les développements de mini-jobs et des midi-jobs. Les réformes Hartz ont permis à l'Allemagne de lutter efficacement contre le chômage. Je dois finalement souligner... Excusez-moi de vous interrompre, mais avec ce que vous dites, on a l'impression que la situation en Europe est des plus bonnes au niveau du chômage. Et je suis au regret de vous annoncer qu'au nom de la Grèce, je ne vis pas cette situation de la même manière. Nous ne vivons pas la même situation puisque, en effet, vous donnez une belle image là, mais on oublie trop souvent la précarité de l'emploi à laquelle on fait face en Europe. Je pense que vous oubliez ce point-là. À vous entendre, vous, avec la Grèce, on a l'impression que la situation est des plus belles en Europe. Alors certes, votre exposé est des plus beaux avec vos deux lois, mais j'aimerais quand même faire face à mon opinion personnelle, et qui est celle plus généralement de la Grèce. En effet, vous avez un chômage qui décroît, mais il suffit de regarder où on nous impose en Grèce, ce que le FMI nous impose, pour comprendre que la situation n'est pas des plus belles. On nous impose quoi? On nous impose de baisser le salaire minimal. On nous impose de baisser les cotisations sociales. On nous impose aussi de baisser les indemnités de licenciement. Et de surcroît, on nous impose d'étendre les possibilités pour recourir à des contrats à courte durée. Alors ça, je ne pense pas que ce soit exactement souhaitable. Par ailleurs, il y a aussi la situation des jeunes en Europe qui est intéressante à voir. 50% des moins de 25 ans en Grèce sont au chômage. N'est-ce pas affligeant? Alors là, vous allez me dire, oui, nous, en Allemagne, la situation est différente. Il suffit de regarder aussi ce qui se passe au niveau de vos bas salaires. Vous avez 2% de croissance des personnes en bas salaire en Allemagne. Alors, je ne sais pas si c'est totalement souhaitable. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Il est vrai qu'en Espagne aussi, ces problèmes de précarité ont largement touché notre pays. Et c'est avec grand regret que j'annonce que nous avons une augmentation de 6% de nos contrats à durée déterminée, mais seulement une augmentation de 2% de nos contrats à durée indéterminée. C'est pourquoi, certes, nous créons beaucoup d'emplois, mais nous détruisons aussi des emplois à durée indéterminée. Donc la large partie de nos emplois créés sont des contrats à durée indéterminée pour 80% d'entre elles. Et il me semble qu'en France, cela va même au-delà de ça. Donc je pense qu'il y a certes des difficultés, mais c'est-à-dire une amélioration de l'emploi est fragile et en cas de retournement de la conjoncture économique, nous risquons de retourner dans la même impasse que 2008. Malheureusement, nous constatons que la moitié des emplois des moins de 30 ans également, dans la même difficulté qu'en Grèce, les emplois sont pour la moitié d'entre eux à une durée de moins de 1 an. Mais j'aimerais poser la question, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'avoir autant de contrats à durée indéterminée que nous l'avions à l'époque? Les 30 Glorieuses sont bien loin et je pense que nous devons revoir notre modèle économique. À mon avis, le modèle aujourd'hui est largement basé sur la création d'emplois précaires et je peine à penser que nous puissions retourner dans une économie aussi favorable que nous l'avions eue précédemment. Bonjour à tous, ne soyons pas si pessimistes sur cette question-là. Je pense qu'il y a quand même des bonnes pratiques qui doivent être partagées aujourd'hui. Donc je représente le réseau européen des savoirs urbains et j'aimerais apporter à votre attention une recommandation très importante, notamment l'importance de la gouvernance multiniveau. Il est très important d'impliquer tous les acteurs, notamment les acteurs locaux et les entreprises, afin de lutter contre la pauvreté urbaine en promouvant justement différents instruments pour cette coopération. Donc bien sûr, les États membres ont leur rôle à jouer. Cependant, j'estime que les acteurs locaux et les entreprises sont au cœur de cette lutte contre la pauvreté urbaine. Je vais vous donner quelques exemples. La France n'étant malheureusement pas présente aujourd'hui, j'apporterai quelques éléments sur ces bonnes pratiques.
parce que je trouve qu'elles sont assez intéressantes et qu'elles peuvent être suivies par des pays tels que l'Espagne ou la Grèce, et qu'elles peuvent également apporter des éléments à d'autres pays ou d'autres villes. Le premier point, la première bonne pratique, c'est de promouvoir la création d'emplois dans les zones défavorisées. Donc nous avons ici l'exemple de Pantin, en Seine-Saint-Denis, qui est, comme vous le savez sûrement, une ancienne ville ouvrière et qui a, au fil des années, nécessité une certaine redynamisation de sa ville. La ville de Pantin a donc décidé d'implanter des entreprises pour faciliter la création d'emplois. Donc c'était en quelque sorte un échange de bons procédés. En échange de leur implantation, les entreprises permettaient à certaines personnes en difficulté de recherche d'emploi d'y accéder, mais également cette collaboration permettait également le développement de la ville, notamment en apportant des financements. Donc ces entreprises apportaient des financements. Le second exemple que j'aimerais donner, il concerne également la promotion d'emploi et l'insertion, notamment par les marchés publics. Je pense que c'est un élément qui peut être intéressant pour certains États membres autour de cette table. Et je vais vous donner l'exemple de la communauté urbaine du Grand Lyon. Donc, la communauté urbaine du Grand Lyon a inclus une clause sociale dans ses contrats de marché public pour aider les personnes éloignées du marché du travail. Et je pense que c'est une seconde bonne pratique qu'il faut diffuser parmi les États membres et aussi également autour des villes. Merci. Donc, en vue de ces diverses interventions, nous pouvons faire plusieurs recommandations. Donc, si on voit que la lutte contre le chômage doit être une priorité absolue, nous ne devons pas occulter la lutte contre l'emploi précaire. C'est dans ce sens qu'il faut intégrer toutes les populations, quel qu'en soit leur niveau d'origine ou leur quartier. C'est dans ce sens qu'il faut favoriser absolument la mobilité urbaine, notamment en finançant les transports en commun. Par exemple, la Commission finance l'extension du métro de Varsovie qui va vers les quartiers les plus pauvres afin de favoriser la mobilité. Cette dernière recommandation montre bien donc la nécessité d'améliorer les infrastructures des villes afin d'atteindre pleinement les objectifs fixés au sein de l'agenda urbain. Bonjour à tous. Alors, l'Île-de-France, que j'ai le plaisir de représenter aujourd'hui, fait du développement de ces infrastructures l'une de ses priorités pour réduire la pauvreté urbaine. En effet, nous avons déjà beaucoup fait pour les transports en commun. Suite à un vaste plan de modernisation, 100% du RER-A, qui est la ligne la plus chargée d'Europe, est maintenant équipé de rames à 2 niveaux. Donc, cette modernisation, dans ce train qui transporte plus d'1 million de voyageurs par jour, permet donc d'offrir une meilleure qualité de service à ces voyageurs en augmentant la capacité de la ligne. Sur le même modèle, nous invitons nos partenaires européens ici présents et tous les autres à mobiliser leurs ressources afin d'offrir à des milliers d'usagers un meilleur accès à l'emploi. Par exemple, aujourd'hui, la région Île-de-France mobilise 35% de son budget pour les transports. Entre 2016 et 2017, il y a eu une hausse de ces investissements de 23%, investissements qui porteront principalement sur la modernisation du service roulant, train, RER et métro. Conscient des disparités sur notre territoire en matière de logement, la région se préoccupe également de l'aide à la construction de logements sociaux, du rééquilibrage territorial, de la lutte contre les ghettos urbains et de l'accès au logement des classes moyennes. Logement et renouvellement urbain sont donc au cœur de nos préoccupations et de l'action régionale, avec un budget global de 92 millions d'euros, dont 78 millions en autorisation de programme pour le logement. Notre objectif aujourd'hui est de construire plus et mieux. Les priorités de la région en la matière sont notamment aider les maires à construire et lutter contre les ghettos urbains et améliorer la mixité sociale. Je souhaiterais donc saluer l'initiative de notre région, dont certaines villes européennes pourraient s'inspirer, initiative visant à lutter contre les ghettos urbains en ne finançant plus la construction de logements très sociaux dans les communes en possédant déjà 30%. L'Île-de-France a ainsi mis en place une série de mesures pour réduire la pauvreté urbaine, mais beaucoup reste à faire, et pour cela, le soutien européen nous est indispensable. En tant que représentante de la Belgique, qui est avec la France le principal pays coordinateur de l'agenda global sur la pauvreté urbaine, je tiens à souligner que le pays fait de la lutte contre la pauvreté l'une de ses priorités.
Le sujet est d'autant plus préoccupant dans le pays que 21% de notre population risquait la pauvreté ou l'exclusion sociale en 2015 et 5,1% de la population vit dans un état d'extrême pauvreté. Donc, dans notre pays, qui se caractérise par sa structure fédéralisée, une collaboration active entre les autorités locales, fédérales, les communautés et les régions est indispensable et déterminante. Nous avons donc mis en place la plateforme belge de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, UE 2020. Alors, qu'est-ce que cette plateforme ? C'est un organe consultatif qui réunit 4 fois par an des associations de terrain, offrant la parole à des personnes en situation de pauvreté, des partenaires sociaux et des représentants des administrations pour formuler des avis et des recommandations. Par ailleurs, de nombreuses mesures ont déjà été adoptées par le gouvernement fédéral, telles que sur le logement. L'accès au logement s'assimile en effet trop souvent à un parcours du combattant pour les personnes précarisées. Or, il a été démontré que cet accès constitue l'un des principaux vecteurs qui facilitent la sortie de la précarité. Le ministre du Logement a donc annoncé la création d'un fonds de garantie locative qui paiera jusqu'à 12 mois de loyer lorsqu'un locataire n'en a plus les moyens et que le juge de paix lui a accordé un délai. Ce fonds permettra de réduire profondément les inégalités sur l'accès au logement. C'est ce que nous croyons en Belgique. En région wallonne, donc pour un second exemple de bonne pratique, nous avons également l'exemple des agences immobilières sociales appelées associations de promotion de logement. Ces associations ont fait leur preuve depuis une trentaine d'années pour accompagner les personnes pauvres en recherche de logement dans leur démarche administrative. Et surtout, leur mission est de mettre à la disposition de ces personnes des immeubles privés à un prix inférieur à celui du marché, en échange de garanties avec le propriétaire. Ces agences s'occupent de gérer à la place des propriétaires les défauts de paiement et autres arriérés de loyer, et il existe des déductions fiscales. Donc cette mesure est réellement intéressante pour les propriétaires. Et d'ailleurs, elles connaissent un réel succès. Et aujourd'hui, à Bruxelles, ce sont plus de 3500 logements qui sont confiés à ces AIS. Mais ces agences, malheureusement, sont encore trop peu nombreuses et il est nécessaire de les développer sur tout le territoire belge et également dans toute l'Europe. C'est ce que nous préconisons. Je vous remercie. Si je peux me permettre, bonjour. Donc, je suis ici en tant que représentante de la ville de Łódź et je pense qu'il peut être intéressant de traiter le problème à une plus petite échelle et de manière plus concrète. Donc, je suis ici pour représenter la ville de Łódź qui autrefois était pionnière dans l'industrie textile et qui aujourd'hui est confrontée, il faut le reconnaître, à une forte désindustrialisation. D'ailleurs, j'ai le regret de constater l'absence de la ville de Lille qui aurait pu confirmer ma position. Donc aujourd'hui, il faut savoir que Łódź est confrontée à une forte concurrence, notamment due à la proximité géographique de la capitale polonaise, donc Varsovie. Et le niveau de vie moyen, par conséquent, de notre population est relativement faible. Et si le taux de chômage a quand même tendance à baisser ces derniers temps, force est de constater que nous peinons finalement à faire notre reconversion dans un secteur tertiaire. Et l'objectif actuel est vraiment de s'appuyer sur le potentiel de notre ville, à savoir le potentiel multiculturel de la ville de Łódź, qui est à la fois juif, polonais et allemand, comme ils peuvent le dire fièrement. Donc, comment effectuer cette reconversion ? Nous avons fait le choix, en 2007, donc il y a déjà 10 ans de cela, de lancer un projet appelé le Nouveau Centre, qui avait pour objectif de rénover finalement tout le centre-ville qui connaît actuellement de forts problèmes sociaux et qui est composé de nombreuses friches industrielles. Donc nous avons lancé ce projet dans l'objectif d'installer une ligne à grande vitesse en enterrant les voies ferrées et aussi de rénover finalement ce bâti industriel un peu vétuste pour en faire des lieux culturels un peu plus dynamiques, des espaces publics, pour finalement redynamiser le secteur et rendre le territoire plus attractif. On a actuellement notre partenaire Egis qui fait l'étude de faisabilité de cette régénération urbaine du centre-ville. Et l'objectif est vraiment de s'appuyer sur la force de ce centre historique
Et aujourd'hui, je viens de vous parler finalement de notre bonne pratique. Nous avons fait le choix aujourd'hui de la démolition, à savoir que nous avons déjà démoli 90 hectares du centre-ville pour cette rénovation. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que cette démolition s'avère moins coûteuse, s'avère plus efficace. Nous avons voté le projet en interne à la ville, à savoir que nous avons une législation relativement souple qui permet d'être plus rapide, plus efficace. Et ça va donc accompagner, finalement, cette démolition va permettre d'accompagner tous les événements multiculturels et bien rénover finalement ce centre. Donc aujourd'hui, ça va dans le sens de notre politique de dynamisation. On fait de nombreuses foires d'exposition sur le potentiel historique. Et à présent, il faut savoir concilier, par contre, il faut le reconnaître, l'enjeu... Il faut savoir concilier finalement cette démolition avec les nouveaux enjeux, à savoir le consensus, finalement l'accord de la population qui peut peut-être être sceptique face à cette démolition massive et préserver finalement ce centre historique qui, comme j'ai pu le dire, a un fort potentiel. Voilà. Merci. Je vais parler maintenant au nom de l'Allemagne des problèmes de logement qui peuvent y avoir et des améliorations que nous essayons de mettre en place. Le nombre de logements vides avait atteint plus de 700 000 suite aux crises financières et immobilières de 2008, toujours cette même crise en Espagne. Or, nos réformes induisant une large reprise économique a permis de résorber notre crise immobilière. En effet, pour l'année 2016, nous avons construit plus de 35 000 logements, ce qui est pour le moment énorme compte tenu des circonstances à laquelle nous étions exposés. Et certains ménages espagnols solvables retrouvent un appétit pour la pierre. C'est donc une très bonne nouvelle. 3 raisons à ce retour au logement et à l'immobilier. La première raison était la déflation de l'immobilier. En effet, lors de crises économiques, nous attendons tous que les prix diminuent et les prix des logements également. Donc, les ménages espagnols attendaient que le logement espagnol baisse et baisse et baisse et ainsi de suite. Pour autant, désormais, ils voient les prix diminuer fortement et se décident à acheter. Ensuite, grâce au fait que les banques, qui ont très peu prêté durant cette même période, recommencent à refinancer et à distribuer du crédit aux ménages. Enfin, comme dans la plupart des autres pays européens, les ménages bénéficient de taux d'intérêt attractifs au niveau des crédits immobiliers. En effet, vous n'êtes pas sans savoir que la Banque centrale européenne a maintenu ses taux directeurs proches de 0%, voire même de 0% en ce moment, et maintenant depuis de nombreux mois. Nous sommes donc en bonne voie pour résorber ce problème de logement, et c'est avec fierté que l'Espagne encourage les ménages espagnols à continuer dans leurs achats de logements. Pour autant, les aides au logement restent faibles, et c'est un problème que nous allons essayer de résoudre d'ici ces quelques années. Depuis un certain temps, nous voulons nous rapprocher d'un modèle plus avantageux pour les personnes en difficulté, un modèle tel que le modèle français. En effet, nous pouvons beaucoup critiquer le modèle français, mais ils sont quand même bénéficiaires pour les faibles revenus et pour les personnes en difficulté au niveau des logements. En Espagne, nous n'avons pas d'APL et nous n'avons pas non plus de logements HLM, ou ce qui s'y en caractérise, nous n'avons pour autant que 4% de nos logements qui pourraient être caractérisés comme en France comme des logements HLM. Or, en France, il y en a plus de 17%. Pour autant, en Espagne, nous avons mis depuis 2013 une loi, le bono social, qui permet aux personnes les plus vulnérables de bénéficier d'une réduction de 25% de leur facture d'électricité. C'est certes un petit pas, mais c'est très important pour les personnes qui sont dans le besoin. Enfin, dans certaines grandes métropoles comme Barcelone, des aides sont proposées au logement pour les personnes ayant des faibles revenus. Nous voulons donc continuer à impliquer nos grandes métropoles et des volontés étatiques pour une réussite dans ces logements et pour aider les personnes en difficulté à s'en attribuer. Nous espérons donc continuer dans la même voie pour remplir l'intégralité de nos logements et apporter des aides aux populations en difficulté. Oui, quand je vous entends, vous, l'Otz et vous, l'Espagne, je trouve que c'est très bien, on se soucie de nos citoyens. Néanmoins, j'ai l'impression qu'on oublie une certaine mesure du logement. En effet, le logement, ce n'est pas que nos citoyens, mais je pense qu'on oublie aussi un grand phénomène qui se passe en Europe, c'est la crise migratoire et la crise des réfugiés. En effet, en Grèce, nous nous félicitons, nous avons réussi à loger 54 000 migrants en un temps très réduit, ce qui est un progrès, ce qui est
une gloire pour nous, nous ne nous en cachons pas. Néanmoins, ce phénomène n'a pas été collectif à mon sens, à notre sens, puisque des États dont je tairai le nom, c'est-à-dire la Hongrie, la Roumanie, la République tchèque ou encore la Slovaquie, n'ont pas voulu participer activement ni voulu financer cette campagne pour aider les réfugiés. Alors, nous, l'Union européenne, nous avons comme valeur très importante la solidarité. Je suis désolé, mais dans ces circonstances-là, je n'ai pas l'impression que nous soyons réellement solidaires. Je pense donc que ça serait bien que dans les prochaines mesures, par exemple, pour les réfugiés qui sont en transit, en effet, il y en a 36 000 à l'heure actuelle en Grèce, et je pense que ça serait bien que si jamais il y en a plus, parce que l'accord avec la Turquie est encore un peu vacillant, et si la Turquie en venait à arrêter son accord, je pense qu'il serait bien que toute l'Europe participe activement et nous aide, nous la Grèce, pour s'occuper des réfugiés en transit. Vous pointez justement un point très intéressant, mais je pense que l'Union européenne et les institutions de l'Union européenne s'occupent justement de cette question-là, qui est une question très délicate et très compliquée à aborder. Et je pense qu'aujourd'hui, ce partenariat de lutte contre la pauvreté urbaine, bien sûr, englobe également cette question-là, mais je pense que de manière plus générale, les grandes solutions pourront être apportées justement par ces institutions de l'Union européenne, et qu'à notre stade, nous ne pouvons pas apporter des solutions, je veux dire, immédiates. Nous sommes, je pense, parmi ce que j'ai entendu là, ce sont plutôt des solutions qui se feront à long terme et qu'on peut mettre en place dès aujourd'hui. À ce titre, j'aimerais tout d'abord saluer les initiatives de la ville de Łódź ainsi que la Belgique. Tout d'abord, la ville de Łódź qui a eu cette idée de la démolition, c'est une bonne pratique. C'est également le cas en Hongrie. Un quartier en Hongrie, donc nommé la Havana, a réhabilité justement de nombreux autres quartiers défavorisés pour améliorer la qualité environnementale et la qualité tout court de ces infrastructures et de ces logements, parce qu'on sait que le point central de l'habitat, du bon habitat et de la bonne infrastructure, c'est surtout le problème de l'insalubrité de ces logements-là. Et je pense que de ce point de vue-là, on peut lutter contre cette pauvreté urbaine déjà en commençant par réhabiliter ces infrastructures et ces logements. Le second point concerne l'idée des quotas de logements sociaux, comme ça avait été pointé par l'Espagne. C'est une question qui n'est pas abordée de manière harmonisée au sein des États membres. En France, par exemple, c'est vrai que les quotas de logements sociaux c'est une idée assez répandue et qui marche assez bien. Donc voilà pour cette idée. Enfin, la dernière idée et recommandation qui rejoint également la bonne pratique de la Belgique, que je salue son initiative une nouvelle fois, ça concerne justement la promotion de la coopération entre les différents partenaires dans le domaine de l'habitat. Donc, pouvoir, favoriser de manière plus harmonisée, de manière plus importante, les relations entre les promoteurs, les administrations et tous les acteurs du secteur immobilier, afin de pouvoir bénéficier davantage et de faciliter justement la mise en place de logements, que ce soit sociaux ou autres, pour justement lutter contre cette pauvreté urbaine. Merci. Donc je vous remercie tous pour ces interventions. Je pense que ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que les idées ne manquent pas, les bonnes pratiques ne manquent pas en ce qui concerne les domaines principaux qui nous occupent aujourd'hui, que ce soit l'emploi ou la gestion des infrastructures. Il y a une question qui est souvent abordée, une question récurrente qu'on nous pose en tant que représentants de l'Union européenne, qui est celle des financements. Comment financer ces belles idées, ces beaux projets au niveau européen pour que cette action soit concrète et puisse être réalisée?
Donc quand on parle des financements, on parle de la période 2014-2020, puisqu'il s'agit du budget actuel de l'Union européenne. Et pour financer vos projets, il y existe différents outils qui concernent la lutte contre la pauvreté et qui sont à votre disposition. Donc il y a notamment le FEDER, le Fonds européen de développement économique et régional, le FSE, le Fonds social européen, le FEISI, Fonds structurel européen d'investissement, et pour les États concernés, il y a également le Fonds de cohésion. Donc concernant le FEDER, c'est une obligation pour les États membres, donc pour certains d'entre vous, de réserver au moins 5% des ressources du FEDER au développement urbain durable par le biais d'actions intégrées et gérées par les villes. Donc les acteurs que nous avons aujourd'hui seront tous impliqués dans cette politique. Et au moins 50% des fonds du FEDER au niveau européen pour cette période seront investis dans les zones urbaines. Cela pourrait concerner 750 villes. Et au vu des premiers résultats et des besoins que nous avons pu établir, ce chiffre pourrait augmenter et les fonds augmenter également. Le FSE, donc le Fonds social européen, est centré principalement sur les questions d'emploi, sur l'intégration par l'emploi. Et pour la période 2014-2020, ce sont plus de 80 milliards d'euros qui seront consacrés à des projets qui servent à développer le capital humain dans les États membres. Dans cette optique, l'inclusion sociale et la lutte contre la pauvreté sont parmi les objectifs principaux de notre programmation 2014-2020. Il y a également des financements pour les zones spécifiques, c'est-à-dire les zones présentant ce qu'on appelle des handicaps géographiques naturels, où ce sont les régions insulaires, montagneuses, peu peuplées, qui auront un traitement privilégié et une aide spécifique, également valable pour les zones périphériques de l'UE. Et comme nous l'avons pu vous le montrer par la carte tout à l'heure, ce sont bien évidemment les principales concernées. Également à destination des pays avec le plus de besoins, il y a le fonds de cohésion, c'est la Bulgarie, Chypre, la Croatie, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, qui ont à disposition 63,4 milliards d'euros qui sont destinés à financer des projets d'amélioration des transports, des infrastructures et à promouvoir l'efficacité énergétique. Donc les politiques de l'Union européenne ont pour but de cibler spécifiquement les acteurs qui en ont le plus besoin. Nous vous invitons également à prendre en compte l'importance de la Banque européenne d'investissement. Notre collègue tout à l'heure a souligné le rôle de la Banque européenne dans la préservation des taux de prêt. C'est un organe un petit peu différent qui, à travers sa participation au Fonds européen d'investissement structurel, le FSEI, donc c'est une initiative conjointe entre la Commission et la Banque européenne d'investissement. Et l'autre objectif, c'est de combler le déficit d'investissement que connaît actuellement l'Union européenne. Nous cherchons à rassurer les investisseurs privés et à les inciter à investir en collaboration avec l'Union européenne. Donc ce sont des contributions du budget de l'Union européenne, des contributions de la Banque européenne d'investissement et principalement des contributions privées. Entre 2015 et 2017, ce sont déjà 315 milliards d'euros qui ont été investis à ce titre. Cet argent, il est réparti entre des financements directs et des prêts, mais c'est de l'argent que vous pouvez utiliser. Et les premiers résultats du FEIS sont très encourageants, ce qui fait que la Commission européenne a proposé de doubler la durée et le volume de ce fonds. De manière générale, la Banque européenne d'investissement est un acteur très important qui joue un rôle dans la coopération avec d'autres institutions et également dans le conseil. N'hésitez pas à le solliciter. Donc la Commission est par ailleurs en train de recartographier tous les fonds qui sont à votre disposition, qui sont pertinents pour les politiques de lutte contre la pauvreté urbaine, donc pour faire un état des lieux plus précis et que nous puissions spécifier notre action par la suite. Ce qui nous semblait important, c'était d'insister sur le fait que non seulement les fonds sont disponibles et ils sont conséquents, mais ils ont un impact significatif quand ils sont utilisés. Par exemple, prenons le cas de Poznań en Pologne, où les fonds de la BEI ont permis la construction de 1300 logements abordables. Donc on parlait tout à l'heure des questions de logement. Voilà, ce sont des questions qui sont directement adressées par ces fonds.
Également, nous parlions des questions des demandeurs d'asile qui ont besoin de logements urgents. La BEI finance à Berlin, en Allemagne, des logements à destination de ce public. Ou encore à Birmingham, au Royaume-Uni, où le Fonds européen d'investissement a permis la construction d'un hôpital de 80 000 mètres carrés pour améliorer l'accès aux soins. Donc ce sont des projets concrets que vous pouvez soumettre à ces différents fonds. N'hésitez pas à les utiliser. Si vous avez d'autres exemples de pratiques à partager, je n'hésiterai pas, vous en faites pas, je n'hésiterai pas. C'est parfait. Je vous remercie, Madame la DG. Maintenant, je voudrais justement citer quelques pratiques menées par l'Île-de-France. Alors, l'Île-de-France est un territoire marqué par de fortes disparités économiques et sociales, comme vous le savez, et nous luttons contre ce défi au niveau national, mais nous sommes également soutenus par l'Union européenne. Aujourd'hui, l'aide européenne provient effectivement de 3 fonds structurels d'investissement pour tenter de réduire nos inégalités d'ici 2020. Donc, le Fonds social européen qui permet de financer principalement les aides à l'emploi, le Fonds européen de développement régional et enfin le Fonds européen agricole de développement rural. En 2017, ce sont 184,5 millions de crédits européens qui seront mobilisés au bénéfice des franciliens. Donc, ces fonds européens sont destinés à financer des actions concrètes dans le quotidien de chacun via des appels à projets auprès d'acteurs de terrain, comme par exemple des actions d'insertion professionnelle. Sur la période 2014 à 2020, la région Île-de-France gère ainsi un total de 540 millions de crédits européens. Ainsi, notre priorité en 2017 sera d'optimiser l'utilisation de ces fonds européens alloués par Bruxelles. Or, si les crédits n'ont pas été utilisés, alloués à des associations ou collectivités publiques qui en ont fait la demande de subventions, ils doivent être retournés à Bruxelles. Et ces dernières années, notre région a ainsi perdu plusieurs dizaines de millions d'euros potentiels au bénéfice des franciliens. Pour en finir avec ce gâchis, nous avons décidé de mettre en œuvre de gros moyens avec la création d'une véritable direction des affaires européennes et le recrutement de 12 gestionnaires pour traiter ces demandes de subventions européennes. Donc, pour aller encore plus loin, une équipe de développeurs, chasseurs de projets a été également mise en place, et ceux-ci ont la mission d'aller sur le terrain, identifier les porteurs de projets éligibles pour les financements européens. Donc, leur travail permettra aussi de lancer les appels à projets les plus pertinents, répondant à la fois aux besoins du terrain, mais aussi aux axes de la politique européenne. Pour appuyer cet effort et structurer cette montée en puissance des affaires européennes dans la politique régionale, ce sont 103 millions du budget 2017 qui seront dédiés aux fonds structurels européens et nous souhaitons servir de modèle si possible. J'aimerais rebondir sur ce que vous avez pu dire tout à l'heure. Vous avez parlé des développements des lignes RER. Et donc, comme j'ai pu l'évoquer tout à l'heure, nous avons le projet d'une ligne à grande vitesse. Et c'est un peu interpellé que je viens ici, voire un peu énervé, puisque notre projet aujourd'hui est complètement à l'arrêt. Il faut savoir que nous avons démoli l'ancienne gare en 2012, donc il y a déjà 5 ans. Et aujourd'hui, il apparaît que cette ligne à grande vitesse ne verra pas le jour avant au mieux 2030, pour cause de restrictions budgétaires. Je suis interpellée parce que je trouve ça quand même regrettable qu'en tant que 3e ville de Pologne, donc à savoir quand même 700 000 habitants qui sont concernés, nous devions suspendre de tels projets, alors même que, comme je pouvais le souligner tout à l'heure, nous faisons face à une forte désindustrialisation et que le développement des voies ferroviaires serait vraiment un plus pour notre économie. Alors, je me permets d'intervenir. Vous semblez regretter un manque de financement de la part de l'Union européenne, si je traduis votre propos. Nous vous rappelons que les financements existent. Nous avons souligné les montants très importants à disposition. Bien sûr, ils sont à répartir entre tous les pays de l'Union européenne, mais rappelons que la Pologne est, concernant le Fonds européen d'investissement structurel, donc c'est plus de 300 milliards d'euros investis d'ores et déjà, la Pologne est le 3e pays en nombre de projets qui ont été signés et accordés, pour lesquels ont été accordés des financements.
Donc Je il vous y a l'accorde. peut-être des problèmes de gestion, mais les fonds existent. Je vous l'accorde, on est les grands bénéficiaires du FEDER. Ok. Je ne suis pas ici en tant que représentante de la Pologne, mais bien en tant que représentante de la ville de Łódź. Et je constate à mon échelle, je suis un peu lasse de ça, des chiffres, mais parlons chiffres à ce moment-là. Oui, la Pologne est une grande bénéficiaire des fonds européens, mais il faut le savoir que la Pologne a de fortes disparités entre les différentes régions, qu'on appelle voïvodie. Et la voïvodie de Łódź n'est pas la plus défavorisée. Donc, elle ne touche que 3% des budgets votés sur la période 2014-2020. Et force est de constater qu'aujourd'hui, nous peinons à couvrir les frais de cette ligne à grande vitesse. Ma question, dès lors, c'est où mettons la priorité pour ces fonds ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux privilégier un projet comme celui-ci ? Parce qu'il faut quand même rappeler que la ville de Łódź, aujourd'hui, a un solde migratoire négatif. Nous avons perdu, en l'espace de 20 ans, 170 000 habitants. Donc ça montre à quel point on est peu attractif et à quel point Varsovie, finalement, nous fait concurrence. Donc aujourd'hui, je me pense qu'il faudrait peut-être mieux concentrer sur des gros projets plutôt que de répartir entre les différentes régions, quitte à retarder d'autant plus la réalisation de gros projets. Je pense qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de la priorité des fonds. Voilà, merci. Pour calmer un petit peu toutes ces complaintes, en tant qu'Espagne, j'aimerais juste affirmer que oui, les fonds européens sont nécessaires, d'une part à une cohésion européenne, évidemment, et d'autre part, en vue de notre discussion de la diminution de la pauvreté urbaine. Il est normal, notamment, que ces fonds européens soient distribués selon les circonstances et les difficultés des pays. Donc si vous en avez besoin, évidemment, ils vous seront distribués. Pour autant, je comprends évidemment qu'ils soient distribués notamment, plus particulièrement à la Grèce ou à la Pologne ou les pays cités. L'Espagne en bénéficie également. Mais je me demande simplement si ces fonds européens sont toujours suffisants, vu ce que je viens d'entendre de la part de Łódź. Je confirme, la Grèce, nous aurions besoin de davantage de financement. Par exemple, nous avons les mêmes financements que vous aujourd'hui, c'est-à-dire 6 milliards d'euros, à peu près, alors que vous êtes sortis plus ou moins de la crise, avec vos 3% de croissance, ce qui n'est pas notre cas. Parce que nous avons fait des réformes qui ont fonctionné. Oui. Rhétorique un peu facile, je trouve. Pour faire suite à vos 2 heures d'intervention, je me permettrai seulement de souligner que tout est sujet de l'utilisation des fonds. Car bien que d'importants fonds sont fournis par l'Union européenne, la redistribution à l'ensemble de vos populations peine à être optimale. Je vais prendre à nouveau l'exemple de l'Espagne. Le taux de risque de pauvreté avant transferts sociaux est plus faible que dans les autres pays européens. Et pour autant, la redistribution est relativement moins efficace. Au total, l'Espagne connaît un taux de pauvreté après transfert de 20% supérieur de 3 points à la moyenne européenne. En moyenne, les transferts sociaux permettent de réduire le taux de pauvreté d'un peu plus de 35% en Europe, en comptant l'Union européenne à 15%. On s'aperçoit donc qu'il existe de réels problèmes de redistribution, notamment avec un taux de pauvreté en Espagne beaucoup plus important chez les jeunes personnes et les chômeurs. Un Espagnol sur 5 vit en dessous du seuil de pauvreté. En effet, le seuil de pauvreté s'élève à 27,3% pour la totalité de la population et 31,9% pour les mineurs âgés de moins de 16 ans. C'est pourquoi nous avons besoin de ces fonds européens. Oui, mais c'est pour ça que je pense qu'il y aurait besoin de s'axer plus sur la redistribution. Je peux prendre un autre exemple. La comparaison entre les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches en Espagne est de 14 fois. En outre, les 10% les plus riches ont des revenus équivalents à la moitié de tous les revenus de la population de l'Espagne. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup mieux en Allemagne non plus. Oui, mais comme nous pouvons le voir dans la majorité des pays européens, une faible redistribution influe donc sur les inégalités sociales. Nous pouvons le voir notamment en France, mais
mais ils luttent contre cela grâce à une plus importante protection sociale. Donc, en Espagne, je pense que la redistribution est un réel enjeu et un poids qui pèse sur votre pauvreté. En réponse à l'Espagne, la Grèce ainsi que la ville de Lodz, je trouve quand même déplorable de jeter en quelque sorte la faute sur l'Union européenne en expliquant que vous n'avez pas suffisamment de fonds. Comme cela a été déjà dit par l'une des directions générales, les financements resteront au même stade, donc vous n'aurez pas plus de financement. Je pense que la question et le réel problème dans l'allocation des ressources concerne leur répartition, comme ça a été dit très justement par l'Allemagne. Et pour cela, je pense que plusieurs mesures peuvent être prises en compte afin d'améliorer justement cette répartition entre ceux qui reçoivent peut-être beaucoup trop et ceux qui ne reçoivent pas assez, que cela soit au niveau national, local ou régional. Donc, en ce sens, la première recommandation que l'on pourrait faire, ce serait de mettre en place un contrôle visant à vérifier la bonne répartition des financements européens existants. Donc, des contrôleurs se déplaceraient ou seraient déjà sur place. Donc, je ne sais pas, par exemple, en Espagne, mettre en place des contrôleurs visant à vérifier que les fonds sont utilisés d'une bonne manière. Le second point que l'on pourrait justement développer et qu'on pourrait apporter à ces États qui ont besoin de plus de fonds, ce serait d'impliquer davantage la Banque européenne d'investissement. Donc, je m'explique. Il s'agirait justement de promouvoir une meilleure coopération avec les autres institutions financières européennes et internationales. Donc, en ce sens, ce serait peut-être une manière d'obtenir davantage de financement, peut-être en passant par des organismes internationaux, des organisations internationales, telles que le FMI ou autres, dans les cas les plus urgents, entre guillemets, que cela soit justement pour lutter contre la pauvreté urbaine, qui est un enjeu assez important. Et je pense que des fonds pourraient être alloués pour cela. Merci de votre attention. Je vous remercie tous pour vos interventions. Donc, pour conclure, il y a bel et bien des fonds à disposition pour les États, pour leurs projets. Évidemment, les différents acteurs sont toujours plus gourmands et aimeraient avoir accès à plus d'argent, ce que nous pouvons comprendre. Mais ce qui est important de souligner, c'est que, contrairement à ce qu'on a pu entendre, tous les États, toutes les villes, les différentes échelles doivent avoir accès à des financements. On ne peut pas financer exclusivement les zones les plus défavorisées, tout simplement parce que ce serait anormal que certains pays, par exemple, soient uniquement contributeurs et n'aient pas de retour à leur participation à ces différents fonds. Et puis parce qu'ils ont réellement des besoins, comme nous le montrions tout à l'heure avec cette carte, où les régions qui étaient les mieux lotis au point de vue des risques de pauvreté étaient aux alentours de 10%, ce qui n'est quand même pas acceptable. Ce que nous pouvons évoquer peut-être pour de prochaines réunions sont les critères de répartition de ces fonds. Faut-il répartir en fonction des besoins? C'est ce qu'on a pu entendre par certains acteurs. En fonction des projets, pour éviter les situations comme celle de la ville de Lodz, où le projet n'a pas pu être financé jusqu'au bout. Avec également en arrière-plan des problématiques internes au pays. Comment éviter que certaines régions soient défavorisées au sein même d'un pays. Ce que nous vous suggérons également, c'est de procéder au recrutement d'experts pour établir des dossiers de financement et faire des demandes de fonds, puisqu'il y a une véritable différence au niveau même des demandes des différents États, où certains États, il me semble que la Grèce est concernée, font beaucoup moins de demandes, par exemple au niveau du fonds de la Banque européenne d'investissement, où il faut encourager ces demandes pour avoir accès aux fonds, il faut les demander. Voilà, je passe ma parole à ma collègue pour une conclusion de notre intervention. Donc je tiens à remercier tous les participants d'avoir partagé leur expérience, leurs bonnes pratiques, surtout d'en avoir montré les limites et surtout d'avoir fait des recommandations. Bien sûr, il reste de nombreux ajustements. La pauvreté urbaine, elle ne se limite pas, bien sûr, à la seule notion d'emploi, d'infrastructure et d'allocation.
Mais nous sommes tous d'accord sur la nécessité d'un accord commun entre les différents acteurs de l'Union européenne. Et c'était bien là notre objectif aujourd'hui. C'était de trouver des solutions conjointes afin de lutter le plus efficacement contre cette pauvreté. Je vous remercie. Du coup, merci à tous d'avoir assisté à cette simulation. On est content que vous ayez été aussi nombreux. On vous invite à participer à la conférence suivante qui a pour sujet le devenir des territoires en marge des métropoles. Donc, conférence présentée par Frédéric Weil, donc, qui est directeur d'études chez Futurables. Et donc on s'excuse du fait que la simulation se soit terminée un petit peu plus tôt que prévu, suite à l'absence imprévue de 2 acteurs pour la simulation. Merci beaucoup.